On propose ça comme solution au diabète 1 et aussi au diabète 2 en fait, et à tous ceux qui ont du mal à perdre du poids et à plein d'autres problèmes de santé, mais surtout ceux-là, parce que c'est un régime qui est souvent décrié alors qu'il permet quand même des bons résultats sur plusieurs problèmes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, passez une très belle journée santé sur Beurre FM. On va parler de diabète. Alors d'habitude, on parle de diabète avec le docteur Alouche, mais ce matin, nous allons en parler avec le docteur Tahira Tesso. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors c'est un pseudo, hein. Oui. C'est pas votre vrai nom. Pourquoi cette discrétion ? C'est pour des raisons personnelles de base. Mon dossier médical, je le garde privé, voilà. Ah, c'est pour ça. D'accord. Oui. Bien. Vous êtes médecin nucléaire. Qu'est-ce que c'est que la médecine nucléaire ? C'est de l'imagerie. C'est les cousins des radiologues, on va dire. C'est de l'imagerie basée sur l'injection de produits radiomarqués. C'est de l'iode et des trucs comme ça, non ? Oui, de l'iode, du technétium. Il y a plusieurs sortes de radiomarqueurs. Donc vous faites des scintigraphies et des TEP, des tomographies par émission de position. De positons. Des positons. Ouais, on dit TEP, pas TEP. Ah oui, positons, pardon. Voilà. TEP. Ah oui, TEP, voilà. Et vous publiez Comment j'ai bâillonné mon diabète grâce au régime cétogène chez Le Duc. C'est un vrai sujet. En tout cas, il y en a beaucoup dans la littérature anglo-saxonne. On commence à en voir beaucoup fleurir sur les réseaux sociaux, mais vous, c'est de votre vraie histoire que vous parlez. Alors déjà, ça commence bien. Vous dites que vous avez été et que vous avez fait médecine pour avoir la paix. La paix de quoi ? La paix, c'était... Oui, je raconte un peu que c'est par rapport à ma famille qui voulait que je fasse un métier stable. Ou droit ou médecine ? Ah non, c'était pas forcément droit, non. Non ? Non, c'était surtout médecine. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Vous êtes un enfant de la balle, comme on dit. C'est-à-dire que dans votre famille, il y a des médecins. Oui. Votre frère est médecin. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il voulait... Oui. Que vous fassiez médecine. Il ne faut pas donner trop d'indications pour pas qu'on vous retrouve, c'est ça ? Ah non, ça c'est assez flou encore. Alors, vous écrivez un livre sur le diabète et le régime cétogène, on dit keto. Aujourd'hui, où on en est de la recherche et des études scientifiques sur ce sujet ? Alors, je vous avoue que je suis pas complètement l'actualité de près ces derniers temps, mais à l'époque, je crois encore maintenant, il n'y a pas vraiment de recommandations strictes pour conseiller le régime cétogène au diabète, surtout au diabète 1. Donc, c'est toujours en cours et il faut avoir des... On manque d'enquête, en fait, et de oui, recherche. Et puis d'avis à long terme, il faut du suivi à long terme pour voir vraiment si ça pose problème ou pas. Après, il y a pas mal d'études sur le court terme. Et a priori, à court terme, ça fonctionne plutôt bien sans vraiment de risque particulier. Bon, quelles sont les précautions d'usage qu'on doit donner en début d'émission pour ceux qui nous écoutent et qui souffriraient d'un diabète de type 1, puisque c'est votre cas. Ouais. De ne pas faire n'importe quoi, pas de se dire que c'est un régime miracle qui permet de tout lâcher, de plus voir de médecin, de plus suivre ses glycémies, de plus prendre de traitement du jour au lendemain. Donc vous êtes devenu médecin alors que vous n'aimez pas les médecins. Et aujourd'hui, vous les aimez un peu plus ou toujours pas ? Si. Non, j'aimais pas les médecins, j'aimais pas les maladies et tout ça, quoi. Après, les médecins... c'est comme tout le monde, j'aimais pas avoir affaire à des médecins parce que directement on a toujours un petit peu peur et tout ça. Mais maintenant, c'est mes collègues quand même. Oui. Mais même quand on est médecin soi-même, on est un mauvais malade. Je pense que c'est hyper variable, hein, ça. Donc moi j'étais une très 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 mauvaise malade au début. Là j'ai fait beaucoup de progrès, mais c'est un peu comme tout le monde. Après, on est peut-être un petit peu plus hypocondriaque parce qu'on connaît un petit peu toutes les maladies. Donc, dès qu'on a quelque chose, on peut se faire plein d'idées dans la tête. Mais en même temps, des fois, c'est justifié. Ah, même les toubibs, ils se font des idées ? Ah oui. Après, ça dépend des gens, hein, mais ouais, c'est assez variable. Bon. Vous faites partie de cette catégorie de gens qui ne prenaient jamais de médicaments avant de tomber malade. Pourquoi ? Vous étiez naturopathe dans l'âme ?
Voilà, c'est ça. Bah, j'en avais pas trop l'utilité. Je me disais, bon, si j'ai un petit truc, ça passe tout seul. J'avais pas besoin de prendre du Doliprane dès que j'avais un petit peu mal quelque part. Et puis de base, j'avais vraiment pas vu d'efficacité particulière. Après, quand c'est des petits problèmes de santé, des rhumes, tout ça, en pratique, ça part tout seul et on n'a pas besoin de prendre des trucs, quoi. Voilà, vous attendez que ça se passe. Voilà, naturellement. Vous laissez, vous faites confiance à votre corps, exactement, comme on dit. C'est ça, oui. Vous étiez loin de vous douter que vous aviez du diabète. Alors peut-être que si a posteriori, puisque vous avez, et vous l'écrivez dans votre livre, longtemps été potomane. Alors potomane pour tout le monde. Potomane, c'est qu'il boit beaucoup d'eau, mais c'est presque un problème psychiatrique, quoi. Et pourtant, la soif, c'est peut-être ce qui aurait dû vous alerter dès le départ. Oui, bah, c'est ce qui a fini par m'alerter, parce qu'après, j'étais potomane, ça, je dis ça comme ça un peu pour rire, mais c'est vrai que dès que je mangeais quelque chose d'un peu sucré, j'avais tendance à vouloir absolument boire plein d'eau derrière, mais sans boire non plus des quantités plus anormales au quotidien. Et ça m'a alerté parce que là, pour le coup, ça devenait anormal au quotidien. Et je buvais vraiment beaucoup d'eau pour rien, quoi. Et vous aviez cette sensation d'avoir soif? Oui, tout le temps. Et puis j'avais d'autres sensations. Je crois que j'ai écrit ça dans le livre aussi, j'avais des envies particulières alimentaires qui étaient vachement marquées. Genre à un moment, il me fallait absolument une pomme granny, un truc acide. Et du coup, j'ai fait tout plein de magasins pour trouver ma pomme granny. Ça allait mieux, mais ouais, j'avais des envies particulières. Et puis, à cette époque, je me rappelle, j'avais très envie aussi de manger cru. Donc, en fait, je voulais manger des trucs frais. Donc, ça remplace un petit peu... Égorgé d'eau, finalement. Exactement, ouais. Ouais. Alors, quand vous parlez de cette époque, c'est pas non plus il y a 10 ans. Oui, non, c'est il y a quoi maintenant? C'est il y a 3-4 ans, ouais. Oui, voilà, on a l'impression que quand vous dites à cette époque, on a l'impression que c'est super longtemps, mais c'était... Le Covid est passé, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est l'ancien monde, oui. C'était avant le Covid, c'est ça qui vous dit. Vous vous leviez la nuit pour boire Bah non, justement, c'est souvent un symptôme qui accompagne le diabète. Bah justement, non. Donc je me suis dit, bon, si je me lève pas la nuit et si je vais pas aux toilettes la nuit, ça veut dire que c'est bon, je suis pas dans les critères. Ouais. À quel moment cette soif que vous avez vous interroge-t-elle? Bah à partir du moment où c'est devenu répétitif, quotidien, tous les jours pendant même une semaine, on commence à se poser des questions. Après c'est aussi le côté médecin. On sait que dès qu'il y a un signe un peu anormal qui perdure un peu dans le temps, faut commencer à se poser des questions et voilà. Et vous posiez quoi comme question? Bah, je me demandais qu'est-ce que c'était. Après, je me suis vite dit que c'était sûrement, que c'était possiblement ça. Donc après, on attend un peu de voir. Mais pourtant, vous n'êtes pas allé en courant vous faire dépister pour voir si vous aviez un diabète? Non, mais je sais plus. J'ai pas attendu très longtemps quand même. J'ai dû attendre 2-3 semaines maximum. Le temps qu'on se rende vraiment compte, quoi. Vous aviez et vous souffriez également de ce qu'on appelle des perlèches. Alors ça, je vous ferai pas une conférence dessus. Les perlèches, pour tout le monde. C'est des petites coupures au coin des lèvres. Voilà. C'est quoi ça aussi, c'est un signe annonciateur? Oui, parce que c'est un peu infectieux, il me semble. Ouais, c'est infectieux. Et c'est un petit champignon, quoi. Et ça, j'avais déjà eu ça aussi un petit peu auparavant, mais ça m'avait pas alerté plus que ça. Et c'est vrai que depuis, j'en ai plus, en fait. Mais j'en avais à peine une fois tous les 2 ans ou quelque chose comme ça, en fait. D'accord. Donc, ça peut être un signe annonciateur d'un diabète de type 1. Oui, après, il ne faut pas paniquer direct parce qu'il y a plein d'autres causes qui sont complètement bénignes. Donc, oui, et vous dites que en fait, vous vous êtes un jour rendu compte que vous aviez perdu pas mal de poids du bas du corps. Ouais. C'est quoi le lien entre la perte de poids et le diabète? Mais en fait, le diabète, c'est que le corps n'arrive plus à assimiler les glucides qu'on ingère. Du coup, y a un manque de nutriments et on perd du poids. Dans votre famille, il y avait des diabétiques de type 1? Non. Pas de... Non. Parce que le diabète de type 1, c'est plutôt génétique comme maladie. Oui, mais il y avait des maladies auto-immunes. Comme la sclérodermie, thyroïdite d'Hashimoto. Dans votre famille? Ouais. C'est la CEP Non. C'est autre chose, ça? Ouais, c'est autre chose. Ouais. Alors, vous décidez d'aller faire une prise de sang et le verdict tombe. Elle est à combien, votre glycémie, à ce moment-là? Elle devait être à 2,50, je crois, à peu près. 2,50, la norme à jeun, c'est censé être en dessous de 1,2 grammes par litre.
Dans votre livre, elle était à 2,9. Hein. C'est presque 3. Ah ouais, je me rappelle pas exactement. Ouais, Ouais. c'est beaucoup. Hein. Oui, mais même au-dessus de 1,6 à jeun, c'est pas normal. Hein. Donc, quel est votre premier réflexe? Vous êtes quand même tout bib. Est-ce que vous appelez des collègues, des confrères? Ah bah oui, mon premier réflexe, j'étais au travail, donc mon premier réflexe, c'est de vite voir quand est-ce que je pourrais m'échapper 5 minutes et de repérer, j'étais dans une clinique du coup, de repérer le service de diabéto et j'ai foncé directement voir directement la diabétologue. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle vous dit, la diabétologue? Ah bah elle me dit, faut tout arrêter maintenant, on va faire un traitement tout de suite en urgence parce que là c'est quand même très élevé. Elle m'a fait une petite... non, elle m'a rien fait encore. Enfin, elle voulait me faire d'autres examens, mais elle voulait m'hospitaliser tout de suite et que je lâche ma journée illico, quoi. En urgence. Voilà. Alors, si elle voulait vous hospitaliser en urgence, c'est parce que vous étiez en cétose, c'est ça? Oui, j'étais en acidose même. En plutôt. acidose, pardon. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est Mais quoi après, la différence, alors, acidose et... bah la cétose, là, normalement, je suis en cétose. Quand on est au régime cétogène, justement, on est en cétose. Acidose, du coup, c'est pas dangereux. L'acidose, c'est justement quand il y a un déséquilibre de la physiologie qui fait que là, ça devient dangereux et que le sang est acide, en fait. Et du coup, ça déséquilibre pas mal de choses et ça peut vite dégénérer. Et c'est pour ça donc qu'elle décide de vous... Donc elle me propose, parce que j'ai refusé. Mais vous êtes quand même allé après à l'hôpital. Oui, mais je suis allée le soir, une fois que j'avais fini ma journée. Oui, voilà. Mais, Mais elle voulait tout de suite maintenant. pourquoi? Parce que vous étiez une urgence médicale, comme on dit. Bah, normalement, un diabète 1, dès qu'on le diagnostique, c'est censé être une urgence médicale. Mais bon, après, il faut un peu temporiser avec les symptômes et tout ça, quoi. Donc moi, ça faisait quand même 2 mois que ça durait. Je voyais que c'était pas non plus le truc qui allait forcément se dramatiser, se retourner en 30 secondes. Vous étiez pas à la Non, minute je près, n'étais quoi. pas. Voilà, c'est ce que je me disais. Après, c'est vrai que ça peut tourner assez rapidement, mais bon. Voilà, nous avons le docteur Tahira Tesso. Alors, c'est votre nom d'emprunt pour écrire ce livre qui s'appelle « Comment j'ai bâillonné mon diabète grâce au régime cétogène » aux éditions Le Duc. À quelle place vous situez-vous pour écrire ce livre? Vous êtes médecin, patient expert, patiente? Patient-médecin. Médecin-patient. Mais pas expert, vous n'êtes pas un patient expert. Oui, on peut dire patient-expert, mais après, patient-médecin, ça revient au même. Hein. Je sais pas, Oui, c'est une histoire de... Ouais, ça revient au même. Oui, ça revient au même. Vous avez 27 ans quand vous apprenez que vous êtes diabétique de type... 27 ans déjà. Ouais. 27 ans? Bah, en tout cas, dans votre livre, vous dites que vous avez 27 ans ça fait un moment, en fait. Ouais. au moment où... vous avez quel âge aujourd'hui? Non, j'avais pas 27 ans. J'ai 35 ans, là. Moi, c'est ce que j'ai... C'est vrai? Ouais, Je me rappelle plus. J'ai 27 Le temps ans. passe vite. Bon, en tout cas... Ah oui, bah peut-être, ouais, ok. Bon, en tout cas, vous avez 27 ans quand vous apprenez que vous êtes diabétique. Diabétique de Non, j'avais 30 ans. 30 ans. Non, mais je pense que ouais, c'est un... Ouais. Tout augmente. Ouais. De type 1. Et pourtant, vous vous dites que finalement, vous n'êtes pas concerné par le diabète. Donc, il n'y a rien ne vous fait penser à cette maladie. Qu'est-ce qui vous arrive sur votre tête quand vous apprenez le diagnostic? Ah bah ça fait un petit choc, hein. Ça fait un petit choc parce qu'on sait que ça va être à vie, que c'est pas une maladie qui se guérit, après on passe à autre chose. Mais après, on sait aussi que c'est pas non plus dramatique. Donc, et après, on regarde un peu les évolutions parce que bon, c'est vrai que moi j'avais juste appris ce qu'il y avait dans mes cours à l'époque, il y a plusieurs années, ça avait déjà bien évolué. Il y a quand même maintenant des capteurs de glycémie en continu, on n'a plus besoin de se piquer tout le temps. Donc voilà, on essaie de relativiser. Alors que c'est pas vraiment le cas à l'époque où vous devenez diabétique. Il faut quand même galérer pour trouver les capteurs de glycémie. Oui, bah là, on galère encore, je crois. Hein. Oui, on galère encore un peu. Hein. Il n'y en a pas tout le temps partout, mais bon, on peut les trouver, surtout quand on est à Paris. Tout ça. Vous avez organisé vos filières. Oui, c'est ça, je faisais des stocks. Vous prenez possession de votre vie d'insulino-dépendante. Qu'est-ce qu'il vous a fallu apprendre ? Apprendre à gérer les glycémies, les piqûres et puis l'alimentation. Et après, en fait, une fois que je me suis mise au régime cétogène, c'était beaucoup plus simple parce qu'il y avait beaucoup moins de choses à gérer puisque les glycémies étaient beaucoup plus stables et beaucoup plus basses. Il n'y avait plus de piqûres à gérer. Donc après, limite, il y avait juste à reconnaître un peu les aliments et savoir ce qu'il fallait éviter.
Alors, en tant que médecin, on découvre que vous êtes quand même douillette et que vous êtes craintive. Par exemple, quand on vous dit qu'on va vous faire un gaz du sang, là vous refusez. C'est quoi un gaz du sang? C'est une piqûre en verticale dans le poignet. Ça donne pas envie quand même. Donc, vous découvrez tout d'un coup le monde des injections d'insuline. C'est quelque chose que vous soupçonniez pas avant ou pas du tout? C'est vrai que quand on voit dans les cours, chez les patients, dans les stages et tout ça, c'est toujours, on prend pas mal de distance, donc on se voit pas trop de l'autre côté du truc. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas non plus la mort, que les aiguilles étaient 1000 fois plus fines qu'avant. Donc voilà, c'était quand même plutôt une bonne surprise. À qui vous l'avez dit en premier? À mon frère, j'ai dit en premier. Qui est médecin? Ouais. Et après, qu'est-ce que vous avez dit à votre entourage? Vous leur avez dit? Après, j'ai dû dire à mon père. Et puis voilà. Après, oui, j'ai dit progressivement à quelques amis proches. Mais j'ai vraiment pas dit à toute la planète. Vous pensez vraiment qu'il y a toujours un tabou autour d'une maladie comme le diabète? Non, il n'y a pas vraiment de tabou. Après, c'est assez personnel de vouloir dire ou pas, c'est de raconter ou pas sa vie privée. Oui, c'est pour ça que vous écrivez un livre, comme ça vous restez discrète. Oui, voilà, mais c'est pour ça que le secret médical existe et qu'on ne met pas les patients les dossiers médicaux restent secrets. Mais écrire un livre, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur aussi, d'une certaine façon. Oui, justement, avant ça, j'étais en train d'essayer d'écrire un livre, donc bon, j'ai bifurqué sur le sujet. Vous êtes dit, je vais écrire un livre sur ma maladie. Oui, et surtout, je me suis dit que ça pourrait servir parce que, en vrai, quand je suis arrivée là, quand j'ai commencé à dire aux diabétologues que j'allais essayer ce régime-là, je me suis un petit peu fait envoyer sur les roses, alors que j'ai vu derrière que c'était quand même assez efficace. Donc, je me dis que c'était un petit peu dommage que ce soit à ce point rejeté en bloc et pas très connu et que ça fasse peur à ce point. Et je me dis que j'étais plutôt bien placée justement pour en parler. Sans dire tous, mais en tout cas beaucoup de professionnels de santé que vous avez rencontrés et à qui vous avez dit que vous faisiez un régime cétogène, ils vous ont dit que ça leur faisait peur. Ils m'ont dit que c'était dangereux, qu'il fallait pas. C'est ce qu'ils vous ont répondu. Oui. Donc il y a peut-être une raison. Il y a une raison, parce qu'ils ont peur justement que les gens se lancent là-dedans en se disant ça y est, finalement je suis pas malade, je prends plus de traitement, je surveille plus rien, il suffit de changer mon alimentation et c'est réglé. Mais si on se met pas là-dedans, et ça peut arriver même si on se met pas dans ce régime, il y a plein de diabètes, surtout des jeunes, parce que souvent c'est une maladie qui se diagnostique jeune, qui arrête tout d'un coup. Pour le coup, vous avez été diagnostiqué plutôt tard pour un diabète de type 1. Oui, les diabètes 1, souvent c'est quand on est dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et souvent, les gens, ils en ont marre des piqûres et tout ça, ils abandonnent tout d'un coup et c'est là que ça peut dégénérer. Donc, ça dégénère pas plus avec le régime cétogène qu'avec autre chose. Mais ça, il vous a fallu quand même du temps pour le voir, le mesurer et le comprendre. Oui. Et le faire peut-être partager à la communauté. Alors, on verra comment vous en êtes arrivé à justement choisir ce mode d'alimentation. Ça fait combien d'années que vous l'avez adopté d'ailleurs? Moi, ça fait depuis le début. Du coup, il faut qu'on retrouve la date exacte. Ça doit faire 4-5 ans. Que vous tenez le régime keto, qui a la réputation d'être un régime quand même assez compliqué à tenir. Oui, après, on est pas mal aidé maintenant avec tous les sites internet, parce que maintenant, si on va sur Facebook, Instagram ou n'importe quoi, il y a plein de livres, de recettes, d'adaptations, il y a plein d'ingrédients qu'avant on ne connaissait pas et qui sont disponibles assez facilement sur internet et sur des boutiques spécialisées. Donc, on est quand même bien aidé. Il n'y a pas non plus des grosses restrictions terribles. Alors, vous avez, au moment où on vous annonce que vous êtes malade, commencé à tout lire sur le diabète. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas? J'ai appris ça, que ce régime existait déjà. C'est un régime qu'on donne pour soigner l'épilepsie, par parenthèse. Oui, c'est ça, et qu'on donnait avant quand l'insuline n'existait pas. Mais bon, c'était pas aussi bien fait que maintenant. Et puis, on n'avait pas d'autres solutions. Donc là, ça peut se mettre en parallèle des piqûres d'insuline. Donc, c'est en cherchant sur Internet que vous êtes tombé sur cette façon de s'alimenter. C'est pas du tout vous qui aviez ça dans le coin de la tête. Non. C'est un petit peu. C'était un petit peu les deux en fait, parce que bon,
Je suis tombée dessus en cherchant comment manger, diminuer ses glucides. Parce que le diabète, c'est juste qu'on n'arrive pas à assimiler les glucides. Donc je me suis dit, est-ce qu'il existe un régime sans glucides ? Donc je suis un peu tombée en pensant... Et qu'est-ce que vous avez appris d'autre sur cette maladie, le diabète de type 1 ? J'ai pas appris grand-chose de plus, parce que tout le reste, je savais quand même... j'avais quand même des bonnes bases. Ouais. Sauf que tous les gens qui vous rencontrent, à chaque fois, vous rappellent les complications extrêmes du diabète de type 1. On vous renvoie souvent à ça, le pied du diabétique. Ah oui, ça c'était les infirmières. La perte de la vue. Oui, il y en avait. Ouais, j'ai eu 2 comme ça, petites expériences. Ils sont pas trop censés comme ça faire peur aux gens d'office. Donc des fois, il y en a qui veulent bien faire et puis en fait, qui sont un petit peu décalés, quoi. Non, mais c'est violent. Oui, c'est un petit peu violent, ouais. Mais vu que je savais, ça me touchait pas plus que ça. Mais c'est vrai que d'autres gens qui savent pas, c'est vrai que c'est quand même assez violent. Quand on vous dit qu'on vous pique pas ce doigt parce que il va vous être utile pour lire en braille. Non, après, il y a des gens qui veulent informer. Ils disent ça comme ça. Ils disent de base, on ne pique pas parce que derrière, c'est des choses qui restent d'avant, quoi, quand c'était vraiment maltraité. Que du coup, ça finissait souvent mal. Alors, tout commence par cette histoire sur laquelle vous tombez d'un petit garçon hongrois qui a été guéri du diabète par le régime cétogène. Ouais, c'était paléo-céto même, je crois. Ouais, alors c'est quoi la différence entre paléo-céto ? Alors là, paléo, je crois que c'est quand même pas mal de protéines et puis c'est des noix. Enfin, j'ai pas trop approfondi le... Il y a plein de variantes. Ça devient un peu compliqué quand on s'y met. Ouais. Donc lui, on avait posé un diagnostic de guérison ? Oui, a priori. Après, la guérison, est-ce que c'est d'avoir des glycémies normales sans traitement ou bien c'est de plus avoir d'anticorps ? Je n'ai pas eu plus d'infos. C'était un article que j'ai trouvé comme ça par hasard. Je n'avais pas tous les détails. Quand vous rencontrez la diététicienne qui est censée vous apprendre comment vous alimenter avec votre diabète de type 1, elle vous dirige vers quel type d'alimentation ? Comme on nous apprend, alimentation équilibrée au sens de l'OMS, de toutes les recommandations. Donc 50% de glucides, 30% de protéines, 20% de lipides. Voilà. Donc, et des sucres lents surtout, des féculents et des sucres lents. Alors vous, qu'est-ce que vous dites sur les sucres lents et les féculents ? Moi, ce que j'ai remarqué, et logiquement, les sucres lents, c'est censé justement se distribuer lentement dans le temps au niveau de la digestion. Donc en fait, ça fait juste une glycémie élevée pendant longtemps pour moi. Donc à la limite, je préfère en fait quand je fais des écarts prendre des sucres rapides. Comme ça, il y a un pic d'insuline, on absorbe et ensuite on passe à autre chose. Ça, donc, pour vous, voilà, c'est le sucre lent, c'est que... Oui, c'est le pire en fait. C'est que les effets durent plus longtemps. Oui, exactement, ouais. Donc oui, j'ai pas très bien compris cette histoire de sucre lent. Et c'est vrai que j'ai déjà testé quand même j'ai fait des petits tests quand je mangeais des sucres lents, parce qu'au début, j'ai quand même essayé de faire ça justement, de faire ce qu'on me proposait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous proposait ? De manger normalement et d'adapter mes piqûres. Et je voyais que... C'est pas rien changer à votre alimentation et d'adapter votre traitement à ce que vous mangiez. C'est exactement, ça oui. Parce que c'est ça qui est recommandé ces derniers temps pour pas que les gens soient embêtés avec leur diabète. On dit maintenant, vous pouvez vivre totalement normalement. Surtout, après, maintenant, il y a les pompes à insuline qui sont censées adapter automatiquement les injections par rapport aux glycémies. Ça, j'ai pas essayé. Mais moi, en pratique, quand je mangeais normalement, surtout quand je mangeais des sucres lents, genre des pâtes, des pizzas, du pain, c'était impossible à équilibrer, en fait. Parce que j'avais beau mettre assez d'insuline pour baisser assez, et pas trop, parce que si je baisse trop, on passe en hypoglycémie, un peu plus tard, ça a remonté. Et ça, c'était 3-4 heures plus tard, en fait. Et quand je disais ça au diabétologue, il me dit, on ne sait pas trop. Vous prenez l'exemple de la pizza, parce que vous avez commencé par tester la pizza. Exactement, oui. Et là, vous avez... C'est la catastrophe. Je vais renoncer complètement à la pizza. Ouais, je vais renoncer à la pizza et à tout ce qui est sucre lent. Oui, parce qu'en fait, j'ai dû me réveiller ensuite la nuit, parce qu'au début, j'étais quand même assez stressée. Je ne voulais pas avoir des glycémies élevées. Je pensais au braille et aux pieds. Et du coup, je vérifiais tout le temps, en fait. Je me réveillais, je ne mettais pas de réveil, je me réveillais automatiquement pour vérifier. Et je voyais que j'avais des grosses remontées en pleine nuit, qu'il fallait que je me repique. Et ensuite, il fallait bien adapter. Et on ne sait pas quand ça allait se terminer.
Donc je me suis dit, on va éviter tout ça. Pour faire votre glycémie, c'était ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, je la faisais après, c'est le petit, avec le téléphone, hein, c'est le petit capteur. Il y a les applications. Oui, on n'est plus obligé de se piquer, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis en plus, on voit les courbes du coup sur les heures d'avant. Ça enregistre, je crois, 4 ou 6 heures. Sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on vous disait encore, par exemple, comme conseil à tenir, que vous avez eu du mal à suivre après, parce que chez vous, ça avait des effets délétères? Bah, globalement, c'était ça, hein, c'est les principes d'alimentation classiques. Donc, moi, ce qui allait pas, c'était manger des glucides, c'est tout. Et donc, vous vous êtes dit, si ça ne me va pas de manger des glucides, autant les supprimer. Oui, et puis je me suis dit, en parallèle, je faisais des petits tests des repas sans en manger. Je voyais que ça se passait très bien, donc je me suis dit, on va étendre cette expérience dans le temps. Et ça allait très bien. Alors, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, hein, c'est le régime cétogène adopté par les diabétiques. Je reçois ce matin le docteur Tahira Tezo. Vous avez décidé et choisi d'écrire votre histoire sous un pseudo, Comment j'ai bâillonné mon diabète grâce au régime cétogène, aux éditions Le Duc. Et c'est le livre dont je me suis servi pour préparer cette émission aujourd'hui. Vous dites que vous détestez tout ce qui est systématique. Vous êtes un anti-système, c'est ça? Bah, j'aime pas qu'on nous impose des façons de penser et qu'on n'ait plus le droit de réfléchir par soi-même. Quand on est diagnostiqué diabétique de type 1, effectivement, l'alimentation devient au centre de vos préoccupations. Oui. Est-ce que vous avez remis en question, d'une certaine façon, les conseils diététiques qu'on vous avait donnés? Bah oui, complètement, parce que j'ai vu les effets directement sur la glycémie. En fait, maintenant qu'on a les capteurs et la glycémie en continu, c'est beaucoup plus transparent. En fait, on voit vraiment chaque aliment, quel effet à chaque aliment sur sa glycémie. Après, ça reste limité à la glycémie, ouais. Donc, on voit les up and down. Exactement, ouais. Et les up qui restent up. Mais après, c'est par rapport aussi à la maladie. Donc, j'aurais peut-être dû mettre le capteur avant ça pour voir ce que ça donnait aussi. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant que vous ne l'expérimentiez sur votre diabète? J'aurais aimé qu'on me dise directement que c'était possible et que ça permettait d'équilibrer plus facilement. Mais si on vous le dit pas, pourquoi on vous le dit pas ça? Parce que c'est pas vraiment dans les recommandations actuelles et on attend justement que les études aboutissent à des conclusions. C'est pas dans le protocole. Exactement. C'est pas le protocole, pour reprendre un mot adapté à la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être sorti des clous ou d'être en avance? Un peu les deux. Après, c'est pas forcément le seul traitement possible. Il y a des gens qui vont pas du tout aimer ce régime et du coup qui vont vouloir continuer à manger normalement, entre guillemets. Donc après, je peux pas imposer cette façon de voir les choses. Non, c'est votre expérience. Oui, mais quand même, quel est le but en écrivant votre livre? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle plus de ça, qu'il y ait plus de recherche, qu'on informe plus les gens? Oui, qu'on propose ça comme solution au diabète 1 et aussi au diabète 2, en fait, et à tous ceux qui ont du mal à perdre du poids et à plein d'autres problèmes de santé, mais surtout ceux-là, parce que c'est un régime qui est souvent décrié, alors qu'il permet quand même des bons résultats sur plusieurs problèmes. Alors, quand on parle de diabète de type 1, on dit que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Actuellement, elle ne se guérit pas. Donc ça, c'est vrai. Après, on attend les évolutions de la recherche. Parce qu'au final, on a toujours les anticorps. Même si on réussit à équilibrer ses glycémies sans insuline, on a toujours les anticorps. Après, ça dépend ce qu'on met dans le mot guérir et malade et santé, quoi. Au final, si on a une vie complètement normale, sans médicaments, on peut dire qu'on est guéri. Tous les professionnels de santé que vous rencontrez et à qui vous dites que vous êtes en train de suivre ce régime cétogène, ils vous mettent en garde contre quoi? Contre l'acidocétose. C'est-à-dire C'est-à-dire une complication grave du diabète 1 qui peut mener au décès. Rapidement. D'accord. Et donc, vous avez été confronté à ça ou pas du tout?
Bah non, parce que moi, c'est ce que je leur répondais, c'est qu'on ne peut pas arriver en acidocétose tant qu'on a une glycémie assez basse, en fait. Donc, ça s'arrêtait là, pour moi. Mmh. Donc, comment vous avez procédé? Vous n'êtes pas mis au régime cétogène du jour au lendemain? Non, ça s'est fait un petit peu progressivement. Et je ne sais pas si c'est pour ça, mais je n'ai pas eu tous les symptômes dont on parle quand on parle de régime cétogène, les symptômes du début, ma maux de tête pendant une semaine, c'est ça. Je n'ai pas vraiment eu ça. La laine de poney. Ouais, non, je n'ai pas remarqué non plus. Et ouais, je me suis mise très progressivement, en fait. Et en testant vraiment, du coup, en suivant avec le capteur les effets de chaque aliment. Et c'est comme ça que je ne me suis pas amusée à peser chaque truc, à tout mesurer. J'ai fait vraiment au fur et à mesure et petit à petit, quoi. Alors que c'est une méthode qu'il faut quand même suivre assez précisément. Oui. Mais ce qui est bien justement avec le capteur, c'est qu'on peut voir chaque aliment. Limite, si on n'est pas sûr d'un aliment, on mange une petite dose, on voit si ça fait bouger la glycémie ou pas. Et puis comme ça, on continue sans prendre de risques, entre guillemets. Voilà, j'ai vu par exemple que l'aubergine était votre amie, alors qu'on n'est pas toujours sûr que l'aubergine soit l'amie. Mais des fois... elle n'est pas toujours classée dans les aliments à un index glycémique bas. Ouais, mais des fois, ça dépend en plus aussi un petit peu de la cuisson ou de niveau de maturation du légume. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué des fois. Après, on le voit un petit peu intuitivement. Si on prend une fraise bien mûre, elle va être plus sucrée qu'une fraise normale. Mais bon, des fois, c'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller progressivement quand on n'est pas très sûr. Le régime cétogène a la réputation d'être difficile à suivre, oui ou non? Non, sauf si on a vraiment des grosses envies de pâtisserie et si on veut vraiment pas faire de la cuisine ou se lancer dans ce genre de recettes. Là, c'est quand même une méthode dans laquelle on est obligé de cuisiner soi-même. Ouais, on n'est pas complètement obligé, on peut toujours acheter des trucs tout faits, on peut acheter des surgelés et mettre à la poêle et c'est réglé. On n'est pas obligé de faire des grosses cuisines, sauf si justement on veut vraiment des trucs particuliers. Et là, ça peut devenir un peu compliqué parce que tout le monde ne sait pas directement faire des pièces montées ou des opéras. Keto. Oui, keto. C'est ça, en plus keto. Déjà de base, c'est pas évident, alors keto, des fois, c'est encore plus compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a la version donc, du régime cétogène adaptée aux diabétiques de type 1 est particulière ou c'est le même que le céto pour tout le monde? C'est le même. Après, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut vraiment diminuer beaucoup son insuline ou essayer de même annuler complètement. Et ça dépend aussi de la fonction pancréatique qui reste. Donc là, on va ajuster le nombre de glucides qu'on mange par jour ou par repas. Mais sinon, rien de particulier. Vous, au niveau de votre pancréas, il fonctionne encore un petit peu ou pas? Oui, il fonctionne un petit peu encore. Ouais. Oui. Vous avez l'impression que ça l'a reboosté, le régime keto? Après, c'est pas évident parce que j'ai été aussi dans un protocole de recherche qui était censé rebooster aussi. Donc, alors c'est vrai qu'on vous a fait signer ce fameux protocole de recherche pendant 2 ans. Ouais, pendant 2 ans. Ouais. Pendant 1 an, j'avais eu une injection toutes les 2 semaines. C'était vachement sympa. Une injection pire que celle des piqûres d'insuline, en plus, plus profonde. Et alors, ça donnait quoi le protocole au final? On sait pas, on attend, c'est long les protocoles pour avoir les résultats et tout. On n'y est toujours pas. Vous êtes toujours dans le protocole ou pas? Non, j'ai fini, mais pour avoir les résultats, il faut que tout le monde ait fini, qu'il s'est traité les résultats. Il y a eu le Covid, ça a tout ralenti. Bon, alors la base du régime cétogène, quelle est-elle? C'est manger principalement des lipides, diminuer drastiquement les glucides et continuer les protéines au niveau normal. Bon, une fois qu'on a dit ça, une journée normale, vous par exemple, de quoi vos placards sont-ils pleins et quels sont vos aliments amis? Les olives, l'huile d'olive, toutes les huiles, toutes les farines. Du coup, il y a pas mal de farines que j'ai découvertes que je connaissais pas du tout. Genre farine de lupin, farine de lin, farine d'amande, farine de coco, des trucs géniaux. Farine de chanvre. c'est génial sur le papier ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon et on découvre des nouvelles farines. Non, c'est bon. Vous ne dites pas oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Et puis, on peut prendre du gluten aussi parce que c'est vrai que le problème avec ces farines-là, c'est qu'on n'a pas le gluten qui est dans le blé et qui permet justement d'avoir du liant dans les préparations. Donc des fois, ça s'effrite pas mal. Donc il y a plein de petites astuces. Il y a du psyllium,
tout plein de trucs. Sinon, après, tous les légumes verts classiques et les œufs et la viande normale. Alors, et pourtant, en légumes, c'est assez limité, hein Non, pas tant que ça, parce qu'on découvre aussi plein de nouveaux légumes. Les choux, tout ce qui est choux, déjà, il y en a plein. Les choux blancs, les choux verts, les choux de Bruxelles, des brocolis, les choux-fleurs. Il y a quoi d'autre? Il y a les haricots verts, les aubergines, du coup, les épinards. En fait, on découvre plein de... Des champignons. Oui, les champignons. Champignons, vos amis. Oui, c'est très bien, les champignons. C'est plein d'eau. Oui, et puis c'est 0 glucides là-dedans. C'est vachement bien. Ouais, non, il y a pas mal de légumes quand même. Hein. Puis après, il y a tous les légumes un peu exotiques aussi qu'on découvre. Mais après, il faut les trouver, quoi. Donc, au final, c'est facile à suivre. C'est facile à suivre si on est motivé et si on accroche. D'accord. Voilà, après, on ne peut plus manger des frites de patates douces. Non, moi, je mange des frites de navet. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas exactement le même goût. Mais il faut tester les arômes. Maintenant, il y a des petits arômes aussi qu'on peut trouver. Sans sucre. Arôme pomme sautée. Parce qu'il faut éviter les sauces, évidemment, qui sont bardées de sucre, le vinaigre balsamique. Oui. Après, on peut rajouter du sucrant dans ces sauces et les fabriquer soi-même. Hein. Du sucrant, les édulcorants, quoi. Ça, encore, les édulcorants, c'est toute une histoire. Vous expliquez, effectivement, que vous êtes bardé d'édulcorants. Oui, et puis après, il faut choisir les bons édulcorants, parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment si édulcorants que ça. Alors, quels sont les effets de ce régime cétogène sur votre diabète de type 1 aujourd'hui, avec du recul? Ça l'a très bien équilibré et ça a permis de faciliter le quotidien, en fait. J'ai pas besoin de me trimballer avec des piqûres d'insuline rapide toute la journée, de tout vérifier tout le temps, parce que globalement, je sais à peu près ce que je mange et je sais ce qui a un effet ou pas sur ma glycémie et à quel niveau. Et pourtant, vous dites que vous avez repris les piqûres il y a quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un coup de stress? Non, ce qui s'est passé, c'est que avant, j'acceptais d'être à peu près 100 et quelques, 1 gramme et quelques de moyenne, ce qui est bien pour un non-diabétique. Un non-diabétique ou un diabétique. Et comme je suis enceinte, les normes sont abaissées, donc il faut par faire précaution, redescendre, voilà. Il faut faire redescendre, donc vous repassez à l'insuline, c'est ça, pour faire descendre. C'est ça. Mais insuline lente, du coup, c'est une piqûre par jour. Ça reste hyper simple, quoi. Quand vous parlez aux médecins ou nutritionnistes de ce que vous faites, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel discours vous tiennent-ils? Après, c'est vrai que j'en rencontre plus des tonnes, parce que globalement, je me suis moi-même. Donc là, plus trop de retour. Mais là... a priori, quand ils voient le résultat, après, ils sont un petit peu plus rassurés et plutôt encouragés par ce régime. Alors, évidemment, avec la sortie de votre livre, mais les articles qui circulent de plus en plus sur Internet, notamment sur les rémissions, hein, vous parlez de bâillonner. Il y en a qui parlent de rémission, même de guérison. Donc, de plus en plus de gens s'intéressent à ce régime cétogène, justement pour le diabète. Le diabète 1 ? Ouais. Oui, après, comme je vous dis, il y a encore les anticorps qui restent là, donc tant qu'ils sont encore là, il y a toujours faut toujours surveiller, quoi. On n'est pas complètement lâché dans la nature en se disant c'est bon, c'est réglé. Voilà. À quoi est-ce qu'il faut faire le plus attention, d'ailleurs, justement, quand on suit ce régime cétogène ? Je pense qu'il ne faut pas manger non plus que des gras mauvais, entre guillemets, même si ça, c'est encore un petit peu controversé, mais globalement... Oui, parce qu'il y a le bon gras de l'avocat. Oui, c'est ça, mais bon, il y en a qui ne sont pas tous d'accord là-dessus, donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais globalement, c'est peut-être bien de privilégier quand même toujours les légumes, les huiles, tout ça, plutôt que les charcuteries. Bon, pourquoi vous n'avez pas fait le livre de recettes qui va avec ? Ouais, parce qu'il y en a déjà assez qui sont très très bien faits et d'autres gens qui sont beaucoup plus forts que moi pour faire des recettes. Allez, ça s'appelle comment ? J'ai bâillonné mon diabète grâce au régime cétogène aux éditions Le Duc. Donc, c'est le docteur Tahira Tessot qu'il faut chercher si vous voulez commander son livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, très belle journée santé sur Beurre FM.